Moyen de transport en vogue dans la capitale malienne, une situation qui n'est pas sans inconvénient pour les piétons mais qui fait toutefois l'affaire des mécaniciens. Cannes Gabon 2017, les Lions vont affronter la Tunisie le 15 janvier prochain. Dans ce journal, des spécialistes du foot nous donnent leurs avis sur les chances du Sénégal dans cette compétition. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Appelé à comparaître ce matin au tribunal de Dakar, le procès de Barthélémy Diaz n'a finalement pas eu lieu. Pour cause, son immunité parlementaire n'est toujours pas levée malgré sa demande. Sur ce, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a tenu une conférence de presse pour demander au président de l'Assemblée nationale de répondre positivement à une correspondance qu'il lui avait adressée il y a déjà de cela 2 ans. Ababacar Sadir Top. dama woote tey ndaje bi parce que dama bëggoon tey ñaan ci yar ak teggin kii di président Moustapha Niasse mu gestu bataaxal bu ma ko yónnee presque ñaari at ci ginnaaw bataaxal boobu tamit ma jotoon ko yónnee. Toutes nos excuses pour cet élément que vous avez certainement suivi dans notre édition de 19h. Certainement que nous y reviendrons en français avant la fin de ce journal. L'immunité parlementaire dont jouit Barthélémy Diaz entache la bonne tenue du procès relatif au meurtre de Ndiaga Diouf. Ce procès qui implique le maire de Mermoz Sacré-Cœur est renvoyé jusqu'à nouvel ordre. Ces conseils donc parlent d'une logique. Pour eux, ce serait une violation flagrante de la loi que de faire juger devant le tribunal correctionnel leur client El Haj Moussabey. C'est sur la forme du dossier que les magistrats se limiteront pour suspendre le procès. Le jugement est renvoyé sine die à la demande du procureur de la République. L'avocat de la défense précise les raisons d'un tel renvoi. Ils ont pensé que l'immunité parlementaire dont jouit le prévenu Barthélémy Diaz s'oppose à la tenue du procès en vertu de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi donc ils ont estimé que ce serait une très grave violation de la loi pénale que de juger M. Diaz. Maître El Hadj Diouf, par ailleurs avocat de Diaz fils, croit que c'est une atteinte au règlement de servir une citation au prévenu qui jouit d'une immunité parlementaire. Cette tournure du procès ne le surprend guère. Le parquet a confirmé l'impossibilité de juger Barthélémy Diaz. La Constitution ne le permet pas. Il faut donc attendre la levée de son immunité parlementaire. Les autorités judiciaires le savaient. Malgré tout, ils lui ont servi une citation portant ainsi atteinte à la loi, mais ils ont fait marche arrière. Les conseils de la défense ne doutent point de l'innocence de leurs clients. Ils affichent leur optimisme. Si c'est par rapport à l'imputabilité des faits à sa personne, absolument, parce que nous avons des éléments scientifiques d'une pertinence absolue, parce qu'ils sont scientifiques, qui prouvent que M. Diaz n'a pas donné la mort. Ça, c'est des arguments qui, le moment venu, auraient été exposés. Et il n'y aurait même pas un début de débat sur ça parce que c'est la science. La balistique, c'est une science. Barthélémy Toye Diaz, de son vrai nom, est poursuivi pour association de malfaiteurs, détention d'armes sans autorisation administrative, menace verbale de mort et coups mortels. Militants et sympathisants ont massivement répondu donc à la mobilisation pour témoigner leur soutien au maire de Mermoz Sacré-Cœur. Ses collègues de Plateau, Derklé et HLM, entre autres, ont effectué le déplacement pour assister à l'ouverture du jugement. Même la coalition Manko Wattu Sénégal était représentée. Thierno Bokoum, Mamadou Lamine Diallo, entre autres, se sont prononcés au micro de El Haj Moussabey. Nous battions pour l'approfondissement de la démocratie au Sénégal. Je continue ce combat, je suis avec lui. Sur ce dossier-là, je le soutiens et je crois que tous les démocrates devraient le faire. Nous ne sommes pas du même parti que Barthélémy Diaz, mais nous sommes du parti des principes. Nous considérons qu'il y a une nécessité absolue, qu'il y ait un procès équitable. Barthélémy l'a réclamé, tout le monde l'a réclamé. Depuis 2011 jusqu'à 2016,
pourquoi il n'y a pas eu de procès? Pourquoi on n'a pas convoqué Barthélémy Diaz? Pourquoi on n'a pas levé son immunité parlementaire? Lui-même, il a écrit une lettre aux députés, à nous, ses collègues, pour demander à ce que son immunité parlementaire soit levée. Pourquoi ça n'a pas été fait depuis lors? Et comme par hasard, on attend que Barthélémy Diaz décide de prendre sa liberté, se détourner de leur politique, être dans l'opposition et même participer à la récente marche de Manko Wattu Sénégal, pour que le jour même qu'on lui envoie une citation à comparaître. Il y a bien entendu anguille sous roche. Il faut être le régime de Macky Sall pour faire ce genre de choses. Donc, il utilise la justice pour faire des règlements de compte politiques et c'est inacceptable. Côté santé, la campagne Octobre Rose pour la lutte contre le cancer suit son cours. Dans ce cadre, la LISCA a offert une salle de chimiothérapie à l'Institut Curie de l'hôpital Le Dantec. Plus de 40 millions de francs CFA ont été déboursés pour sa mise en place. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce par ailleurs une subvention de 40 à 60% sur les médicaments. Plus de précisions avec Fatou Bintou Diagne. C'est la nouvelle salle de chimiothérapie financée par la LISCA d'une valeur de près de 40 millions de francs CFA et d'une capacité d'accueil de 50 personnes par jour. Cette nouvelle salle dispose d'une hotte pour mélanger les produits. Il y a une vingtaine de fauteuils qui ont été donnés, mais également il y a des lits parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'asseoir ou se mettre sur un fauteuil, mais également pour la chimiothérapie longue durée. C'est pourquoi c'est très important, surtout que les malades vont être dans de meilleures conditions, dans un meilleur environnement. Personnel également, les infirmiers et les infirmières qui font la chimiothérapie vont pouvoir préparer les drogues dans de meilleures conditions. On est entre 30 et 50 traitements de malades par jour. Donc ça va être doublé, puisque la salle qui existait avant va continuer à fonctionner. On va la réfectionner pour la mettre également aux normes, avoir une nouvelle hotte pour sécuriser la préparation des drogues. Une initiative saluée par le ministre de la Santé, Awa Marie Coll Seck, annonce des mesures prises par le gouvernement pour accompagner les malades. Prise en charge, l'État aussi a des projets et est en train de faire certaines choses. En plus de l'Institut, avec des personnes qui viennent d'ici d'ailleurs, il y aura aussi au niveau de l'hôpital d'Al Djam une antenne qui s'occupera de tous les malades porteurs donc, de cancer. Je crois qu'aujourd'hui on a une bonne piste et qu'on pourra aussi pousser vers la décentralisation. Nous avons déjà il y a quelques mois, même je peux dire, eu une autre initiative qui est cette fois-ci de pouvoir permettre aux malades d'avoir des médicaments qui sont dans tous les cas chers, ces médicaments, mais diminués de 30 à 60% grâce à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Le gouvernement pense décentraliser les services de cancérologie dans tout le pays pour désengorger l'Institut Curie et également subventionner les médicaments cancéreux à hauteur de 60% pour diminuer le taux de mortalité lié à cette maladie. Sur la grève du SAMES, le ministre de la Santé et de l'Action sociale prône le dialogue. Selon Awa Marie Coll Seck, certaines doléances peuvent être satisfaites. D'ailleurs, un audit de la fonction publique a révélé certaines anomalies. Awa Marie Coll Seck est ici au micro de Fatou Bintou Diagne. Il y a des revendications légitimes de tout port et que ces revendications ont été étudiées et que l'État, pour certaines de ces revendications, s'est engagé et pour d'autres, comme par exemple l'augmentation des salaires et autres, l'État a dit aujourd'hui je ne le peux pas, mais je vais réfléchir pour l'avenir. Parce que vous savez que tous les travailleurs ont le droit aussi de demander une augmentation. Mais c'est à l'État aussi de savoir si sa masse budgétaire peut le permettre. Donc de ce côté-là, c'est vrai que le personnel de santé et les médecins qui posent ce problème considèrent, et moi je dis à juste titre, que le médecin pourrait être plus valorisé. Mais la fonction publique est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré un déséquilibre complet au niveau des primes
des grades et de beaucoup de choses dans la fonction publique qui méritent du temps parce qu'on ne peut pas régler un problème en créant un autre. Mais je sais que toutes les autorités de ce pays sont prêtes à étudier certaines revendications, mais le moment où ce sera possible. Donc espérons que ce moment viendra le plus rapidement possible. Depuis 24 mois, les responsables du comité départemental de la Croix-Rouge de Pikine ne parlent plus le même langage. Les responsables de la Croix-Rouge de Dakar s'opposent à ce qu'ils qualifient donc d'usurpation et de violence. Ils comptent faire respecter les textes qui régissent l'institution. Plus de détails avec Abigail. Le comité départemental de la Croix-Rouge de Pikine est miné par une opposition entre deux groupes avec deux chefs de file. Une situation dénoncée par le comité régional de Dakar. Selon cette entité, c'est une manœuvre du président national. Le président bloque le processus. Peut-être qu'il avait peur d'affronter le délégué qui viendrait de Pikine pour participer à l'Assemblée nationale et qui pouvait compétir comme lui au poste de président national. Alors il bloque le processus en septembre 2014. Une plainte avait été déposée parce que cette mesure était arbitraire. Alors, en septembre 2015, un an après, il décide de lever la suspension, mais en falsifiant la liste des délégués qui devaient siéger dans ce conseil d'administration, en produisant de nouveaux noms, de nouvelles personnes, et en disant que Pikine disposerait de 10 autres comités qui sont ignorés par le comité départemental et le comité régional. Alors que les articles 28 des statuts disent que les comités départementaux sont entérinés par le comité, les comités locaux sont entérinés par le comité régional. Mais l'article 25 du règlement intérieur est très clair en montrant que c'est le comité départemental qui installe le comité avant de demander que le comité régional entérine son installation. Les membres du comité régional de la Croix-Rouge exhortent les autorités administratives à revoir la situation de la Croix-Rouge de Pikine. Je serai au préfet de Pikine vraiment de revenir sur ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ce que l'autre groupe est venu leur dire, ce n'est pas la vérité. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Les gens qui ont été ici pendant des années, pendant ces 4 ans, sont ces gens qui sont au niveau du siège du département de Pikine. Le comité régional de la Croix-Rouge de Dakar compte organiser un grand rassemblement les jours à venir à la place de l'Obélix. Ceci dans le but de sensibiliser les membres du comité sur la transparence dans la gestion des affaires de la Croix-Rouge sénégalaise. Je vous le disais, plutôt appelé à comparaître ce matin au tribunal de Dakar. Le procès de Barthélémy Diaz n'a finalement pas eu lieu pour cause. Son immunité parlementaire n'est toujours pas levée malgré sa demande. Barthélémy Diaz a donc organisé une conférence de presse cet après-midi pour demander au président de l'Assemblée nationale de répondre favorablement à sa requête. Les précisions d'Ababakar Sadir Top. Qu'on lève mon immunité parlementaire pour que je puisse faire face à la justice. Ces propos sont de Barthélémy Diaz qui n'hésitera pas à renoncer à son poste de député si besoin en est et d'en finir avec ce dossier. Ce procès tient presque tout un peuple en haleine. Nous devons tenir ce procès par respect à la mémoire du défunt Mamadou Ndiaga Diouf, par respect à sa famille et aussi par respect au peuple sénégalais qui souhaiterait savoir ce qui s'est passé. Donc je souhaiterais vraiment demander solennellement au président Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, de bien vouloir répondre positivement à ma requête de levée d'immunité parlementaire. Je ne souhaiterais pas qu'on me pousse à faire ce que je n'ai pas envie de faire, parce qu'on dirait qu'on semble vouloir me pousser à démissionner de l'Assemblée nationale pour faire face à la justice. Selon le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, ce procès doit avoir lieu. Mais n'empêche, il considère qu'il est victime d'un complot politique, mais qu'il ne se laissera pas faire. Il ne peut pas avoir de procès équitable sans commanditaire. J'ai donné seulement quelques exemples. J'ai dit que quand il y a eu cette fusillade, d'abord, la scène de crime a été totalement contaminée, pour ne pas dire tronquée. L'autopsie qui avait été faite sur le corps du défunt
a prouvé que la personne qui a atteint le défunt était en position ou couchée ou accroupie. Et dans cette bagarre, à aucun moment, je me suis couché ou je me suis accroupi. Mieux, Barth donne déjà les prémices des preuves qu'il détiendrait concernant le commanditaire. Vous avez sorti des archives concernant l'actuel président de la République. Vous avez sorti des archives concernant l'actuel secrétaire général du Parti socialiste. La seule chose qui nous intéressait dans ces archives, c'est qu'ils reconnaissent qu'il faut que les commanditaires soient là. Aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, eh bien, on n'acceptera pas qu'on nous fasse croire qu'il y aura un procès sans commanditaire. Et faites-nous confiance. Le moment venu, mais on vous donnera la preuve de qui est le commanditaire. Parce qu'il parlera dans les radios et sur les réseaux sociaux, vous entendrez sa voix. Selon Barthélémy Diaz, ce procès n'a que des fondements politiques. Mais il aura bel et bien lieu car il en va de son avenir politique. Inauguration ce 22 octobre de la centrale solaire de Bokoul par le chef de l'État, la première de taille industrielle pour le Sénégal, une manière pour le pays de mettre les énergies renouvelables au cœur de sa stratégie énergétique. Voilà, une enveloppe de 17 milliards de francs CFA a été dégagée pour la réussite de ce projet. Adja Antadja. Les populations de Bokoul, situées dans le département de Dagana, vont bientôt recevoir la centrale solaire, une première de taille pour le Sénégal et plus largement pour l'Afrique de l'Ouest. Le directeur de Synergito revient sur l'investissement de ce projet, une aubaine pour la Sénélec. Ce projet donc, a un coût de un peu moins de 20 milliards, c'est 17 milliards de francs CFA, avec 25% en fonds propres, donc des actionnaires, et 75% en dette, qui est apporté donc par un groupe anglais, Green Africa Power. Et ce qui nous réjouit le plus, c'est que 45% des fonds propres sont des fonds sénégalais, apportés donc par un investisseur institutionnel de référence qui est la Caisse de dépôt et consignation, et par également d'autres investisseurs privés sénégalais. Et donc c'est la première fois que ce type de projet est financé de la sorte. Je me réjouis de la cérémonie qui nous réunit, qui lance l'inauguration prochaine le samedi 22 octobre à Bokhol de la centrale solaire, la première de cette envergure au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, 20 MW. 20 MW, c'est ce qui permet d'illuminer 9000 foyers, 9000 concessions. C'est ce qui permet à peu près de donner à 160 000 clients de Sénélec de l'énergie. Selon le directeur de Synergito, la centrale solaire va beaucoup contribuer dans l'emploi des jeunes. En termes d'emploi déjà, nous avons, pendant la phase de construction, il y a eu plus de 150 emplois qui ont été générés. Et l'essentiel de ces emplois ont été, ont bénéficié aux populations environnantes, que ce soit les villages environnants ou les communes environnantes. La Synergito veut contribuer au développement d'un savoir-faire local grâce à l'implication des partenaires et sous-traitants sénégalais et la redistribution des dividendes au Sénégal. Célébration de la journée mondiale des statistiques ce 20 octobre. À travers cette journée, la ville de Dakar et l'Agence nationale des statistiques veulent mettre en avant l'utilité de ces outils dans la planification du développement rural. Ousmane Ba, reportage. La ville de Dakar et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie veulent faire des statistiques un levier de croissance du développement local. Cela passe par l'intégration de ces données dans la planification. C'est là l'importance de la statistique. C'est la collecte des données pour pouvoir les étudier et ensuite planifier. Parce que sans planification, on ne peut rien faire. Les statistiques permettent in fine d'avoir une bonne planification urbaine, d'avoir une bonne planification communale. Ce que nous faisons dans les plans d'investissement communaux, les forats qu'on organise, la quantification qu'on fait des besoins, le délai temporel qu'on en fait. Et puis si on visite aussi un peu l'historique, c'est toujours de bonnes statistiques qui nous permettent de faire de bonnes prévisions. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'effectif de la population de votre collectivité locale,
et en particulier l'effectif de la population en âge d'être scolarisé, vous ne pouvez pas faire une planification fiable de votre système scolaire. Selon le proviseur du lycée de Padoua, les statistiques occupent une place prépondérante dans l'éducation et dans le développement économique et social du pays. La statistique occupe une place centrale dans nos politiques d'éducation. Parce que sans statistiques, on ne peut pas mener une bonne politique d'éducation. Tout se fait sur la base de la planification. Pour qu'il y ait donc des orientations politiques fiables, capables d'asseoir un développement économique, social, correct, il faudrait qu'il y ait des données fiables. Cette journée des statistiques célébrée ce 20 octobre 2016 vise à sensibiliser et à conscientiser les populations sur l'importance des statistiques dans la planification du développement local. Une remise de prix a été effectuée à l'endroit des meilleurs élèves de la commune. Le Sénégal veut mettre en valeur les potentialités des villes et territoires par une plus grande responsabilisation des élus locaux. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans le développement durable avec comme thème développement territorial et gouvernance verte. La deuxième conférence nationale sur le développement durable a été essentiellement axée sur l'élaboration d'un cadre stratégique national. Ndeye Fatim Lo. Le Sénégal veut davantage responsabiliser les collectivités locales afin qu'elles soient plus proches de la population, mais aussi qu'elles soient un espace d'impulsion du développement durable tirant pleinement profit de leur potentialité. C'est tout le sens du thème de cette deuxième édition, axée sur le développement territorial et la gouvernance verte. Étant ainsi profitable aux populations particulièrement les plus vulnérables. Avec l'acte 3 de la décentralisation, notre pays vise une mise en valeur des potentialités des villes et territoires par une plus grande responsabilisation des élus locaux. Ainsi, leur participation se pose comme un point de transition incontournable vers le développement durable avec la collaboration des autres acteurs de développement. Le concept de la gouvernance verte permet de promouvoir une approche territoriale qui prend en considération les dimensions économiques, sociales et environnementales. Le concept de gouvernance verte qui traduit une nouvelle vision dans la conduite du développement constitue un levier par excellence d'impulsion d'un développement qui repose sur les capacités productives de nos écosystèmes et met les collectivités décentralisées et autres acteurs concernés au centre des prises de décision. Au Sénégal, la question a été très vite prise en charge au niveau politique, mais également technique, à travers diverses études qui ont été menées et visant son intégration dans les différentes politiques de développement ou tout simplement en faire une stratégie pour le développement d'opportunités économiques porteuses de croissance durable. Le Sénégal a de nombreuses potentialités et de ressources naturelles, ainsi d'importantes opportunités capables de promouvoir le développement local se dessinent. Au sortir de cette conférence nationale, des recommandations seront faites pour orienter la marche vers le développement durable. Bamako, la capitale malienne, est envahie depuis quelques années par les tricycles. Une petite visite chez nos voisins nous a permis de faire ce constat, un vrai phénomène social qui porte souvent préjudice aux piétons, mais qui fait le bonheur, bien sûr, des mécaniciens. Adjara Sissé, notre envoyé spécial à Bamako, nous en dit un peu plus. Taxis clando font partie intégrante du décor de la capitale dakaroise. C'est tout le contraire à Bamako. Ici, peu importe la tranche d'âge, rouler fièrement sur sa moto est une habitude. Chose qui devient tendance dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso. Mais la réalité est tout autre dans la capitale malienne. N'ayant pas souvent le moyen de se payer une voiture, les Jakarta et les KTM font l'affaire. Parce que c'est dû à la construction d'une usine de motos ici par les Français qu'on appelait dans le temps IMASI. Et maintenant, qui a été liquidée au profit de l'importation des motos venant de la Chine. Plus particulièrement qu'on appelle la Jakarta. Parce que ça, ils sont moins chers que les marques françaises. Parce que la bourse malienne peut te permettre de payer une mobilette Jakarta. Alors que la marque française dépasse ça varie entre 350 000 et 360 000.
Ce moyen de transport inonde les routes et cause beaucoup d'accidents. Les piétons sont obligés de prendre leurs jambes à leur cou pour ne pas se faire écraser. Le spectacle est digne d'une course de moto. Les mécaniciens y trouvent leur compte. Ah bon, ça dépend de nos bourses. Parce qu'on n'a pas assez de moyens pour payer les véhicules. Donc avec les motos, ça nous permet de se déplacer facilement. Moi, mon travail, je suis vulgarisateur. Mais je peux faire les réparations des motos aussi. Ouais, ça se passe très bien. Souvent, il y en a qui viennent, ils n'ont pas assez de moyens, mais on s'arrange entre nous Maliens. Oui. Non, il n'y a pas de subvention de l'État. Bon, peut-être c'est à cause du manque de moyens de l'État malien. Peut-être une volonté politique. Bon, ça varie de tous les âges, du deuxième âge, troisième âge, de 30 à 45, 55, 60 ans, 70 ans. C'est assisté par les Maliens. Beaucoup confient que certaines familles s'endettent jusqu'au cou pour s'en procurer. Ces motos ont créé des dizaines d'emplois allant de la vente de pièces détachées au lavage en passant par le collage et la peinture. En sport, les Lions de la Teranga vont affronter la Tunisie le 15 janvier prochain. C'est pour le compte du premier match de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Gabon. Les hommes d'Aliou Cissé partagent la poule B avec le Zimbabwe et l'Algérie. Des observateurs essaient de décrypter cette poule. Ibrahim Fall. Deuxième du classement FIFA du mois d'octobre, le Sénégal dans une poule relevée en compagnie de la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie. Pas de quoi s'inquiéter, soulignent ces journalistes. C'est une poule relevée certes, mais qui reste à la portée des Lions. S'ils négocient bien l'entrée en matière face à la Tunisie le 15, finir en beauté avec une belle affiche face à l'Algérie, je pense que c'est de bon augure pour démarrer une compétition. Je trouve que c'est une bonne chose. Cela devra normalement permettre aux Lions du Sénégal d'élever un peu leur niveau de jeu, parce qu'on a l'habitude de voir les Sénégal jouer en fonction de l'adversaire. Si l'on veut gagner la Coupe d'Afrique, il faudrait être prêt dès le départ à affronter les meilleurs. Sénégal-Algérie, une revanche en ligne de mire. Ces journalistes livrent leurs impressions. Non, je pense que les Lions ne doivent pas aller à la Coupe d'Afrique, surtout pour cette phase de poule, avec un esprit revanchard. Il faudrait qu'ils y aillent avec l'esprit tranquille, avec un but bien précis, jouer les matchs les uns après les autres pour les gagner et se qualifier au second tour. Marqué par une certaine instabilité par rapport au banc, parce que je pense jusqu'à présent ils n'ont pas encore d'entraîneur. Je pense que c'est à nous de jouer sur cette instabilité, parce que sur le plan tactique, je pense que le Sénégal peut jouer un grand coup face à l'Algérie. Mais d'abord, surtout, il faut négocier le match devant la Tunisie, entraîné par un certain Henri Kasperzak, qui avait laissé le Sénégal en 2008. Les Lions ont-ils le potentiel nécessaire pour battre leurs adversaires? On dit que l'équipe du Sénégal, son premier handicap,